Les femmes et la prochaine présidentielle, pourquoi elles ont du mal à trouver leur place dans l'anderneau politique? Quelles conséquences sur les femmes pour la prochaine présidentielle? Pour en parler, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 3 décembre 2023 de 10h à 11h. Mesdames Hawa Lital, sociologue et chercheur, et Awa Cham, philosophe et anthropologue. L'Air du Temps avec Alassane Samba Diop sur iRadio 90.3. Dimanche 3 décembre 2023, merci d'être à l'écoute de l'Air du Temps qui reçoit aujourd'hui Madame Hawa Lital, qui est sociologue, chercheuse et écrivaine, qui a beaucoup écrit sur les femmes, qui est socio-anthropologue, qui a travaillé sur des questions de femmes. Et nous attendons d'une minute à l'autre Madame Awa Cham, qui est philosophe et anthropologue. Aujourd'hui, nous avons choisi délibérément de parler de la politique et des femmes. Au Sénégal, depuis les indépendances, les femmes jouent un rôle très important dans le choix des présidents de la République au Sénégal. Elles sont la moitié pratiquement du Sénégal. Mais c'est souvent oublié les femmes dans les choix quand ils sont faits. Malgré la parité qui a été mise en place au Sénégal, les femmes peinent toujours à avoir la place qui leur revient dans le choix et dans la conduite des affaires de la nation. Sur les 259 candidatures qu'on a entendues, il n'y a pas moins de 9 femmes qui ont été candidates. Et parmi elles, on n'entend que 3 ou moins que ça qui parlent. Mimi Touré, on entend faire sa campagne. Anta Babacar Ngom, on entend faire sa campagne. Les autres, ils sont inaudibles. Pourquoi les femmes, dans le choix de la présidentielle et surtout le choix du président de la République, sont souvent reléguées au second plan? Nous avons donc dans ce studio docteur Awali Tal. Awali Tal, docteur. Awali, pourquoi les femmes ont du mal à percer dans l'anderneau politique sénégalais? Grande question, Alassane Aboutia. Allez-y. Très grande question qui mérite d'être approfondie et qui n'est pas aisée à répondre. Parce que ce n'est pas une spécificité du Sénégal, c'est un peu partout, je ne dirais pas en Afrique, je dirais même dans le monde, n'est-ce pas? Parce que si on regarde par exemple en France, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de présidente. On a vu le traitement qu'on a fait à Ségolène Royal quand elle a été en lice avec Sarkozy. On a vu aux États-Unis, qui se dit la première puissance mondiale, la puissance démocratique, etc., le traitement qui a été fait à Hillary Clinton. C'était pas beau du tout. Et que cette dame, dont Obama disait, cette femme, Hillary Clinton, vaut plus que moi et Bill Clinton réunis. Mais on a vu ce qu'on a fait d'elle. On a vu que quelqu'un comme Trump la batte au présidentiel. Alors au Sénégal, en Afrique, quand même, on a eu quelques... N'est-ce pas, Awa? Bonjour. Oui, bonjour, Awa. On a eu quand même comme une douzaine de femmes qui ont été présidentes, même si certaines c'est par intérim et pour une courte durée. Et celle qu'on peut nommer comme quand même pionnière et grande dame, c'est Ellen Shirley, oui, de Liberia, qui vit quand même une grande présidence. Dont le pays vient donner une belle leçon, oui, de transition démocratique. Absolument. Avec George Weah qui a transmis le pouvoir avec une beauté extraordinaire. Hein? Tout à fait. Et ça, c'est le travail aussi des femmes. C'est du travail. Qui a été fait en amont. C'est de l'abnégation, parce que George Weah n'était pas dans son parti. Mais elle a regardé, elle a dit que ce jeune était mieux que celui qui est dans mon parti. Donc, ça montre aussi la générosité des femmes. Elles ne font pas la politique pour des intérêts personnels, elles le font pour la communauté. Et c'est triste, comme vous avez dit, Alassane, qu'on les mette de côté. D'autant plus que c'est elles qui élisent. Au Sénégal, quand on regarde de Blaise à Macky Sall, en passant par Senghor, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, ce sont les femmes qui les élisent, ce sont les femmes qui se mobilisent, ce sont les femmes qui font les campagnes, etc. Mais elles ne sont pas capables d'élire une des leurs. Ça pose problème. On va y revenir. Madame Awa Cham, vous êtes anthropologue, philosophe.
Pourquoi les femmes ont du mal à s'imposer en politique? Est-ce que c'est dû à l'éducation qu'elles reçoivent à domicile ou bien le fait que les hommes se liguent contre les femmes, entre guillemets? Permettez-moi, monsieur Alassane Samba Diop, de vous dire d'abord bonjour. Bonjour. Bonjour à ma sœur Awali. Absolument, qu'on a perdu de vue. Oui, qu'on s'est perdu de vue depuis un certain temps. Tout à fait. Bonjour également à vos auditeurs et à vos auditrices. Merci pour cette invitation. Bienvenue. Merci encore. Cette fameuse question, en fait, elle renvoie tout simplement à la place des femmes dans la société. Quand vous prenez la société globalement, vous vous rendez compte que les femmes n'occupent pas une place équivalente à celle des hommes. Pourquoi? Mais écoutez, moi je crois que si on se réfère un peu à l'histoire, tout a été organisé de façon sexuée. Il y a eu une division sexuée de l'espace privé pour les femmes, les filles, l'espace public pour les hommes. Et quel que soit le secteur que vous prenez, vous allez vous retrouver avec cette division sexuée. Au niveau du travail, c'est aussi la même chose. Vous prenez les enfants en bas âge, dans nos sociétés africaines, qu'est-ce qui se passe? La petite fille, on lui demande de rester à côté de sa maman. Sa maman va s'occuper des tâches domestiques et elle sera à côté de sa maman. Pendant ce temps, le garçon peut aller avec son père, soit à la chasse, soit au champ, soit s'occuper, se divertir, mais il est quelque part dans l'espace public. Donc moi je crois que ça s'explique en fait de cette façon-là. Mais le constat a été fait. Mais qu'est-ce qui explique que les femmes n'arrivent pas à briser ce tabou, ce plafond de verre? Pourquoi elles n'arrivent pas à s'organiser, elles, les femmes, parce qu'elles qui choisissent les hommes? Pourquoi elles n'arrivent pas à choisir parmi elles quelqu'un qu'elles mettent en avant? Vous savez, ma sœur Awali Tal vient de dire quelque chose qui peut être, un élément de réponse à votre question. Je trouve tout simplement que le plafond de verre, il existe et il existe depuis fort longtemps. Et pour le briser, il faut vraiment une mobilisation internationale. Du tout. Et ce qu'il y a, c'est cette domination qui est multiséculaire, qui est millénaire d'ailleurs. On ne peut pas s'en défaire d'un seul coup, c'est pas possible. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu dans l'histoire des révoltes de femmes, des femmes qui se sont battues, des femmes qui ont été assassinées. Et on a remarqué qu'à partir du XXe siècle, les choses ont commencé à changer. Il y a eu plus de femmes instruites, plus de femmes engagées, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec des conférences onusiennes. L'ONU nous a consacré pas mal de conférences. Il y a eu la conférence de Mexico en 1975, celle de Copenhague en 1980, à Nairobi où on s'est retrouvés. Exactement. Et puis, il y a eu Beijing 1995. New York. Donc, vous voyez, il y a un processus pour briser ce plafond de verre. Mais votre question, elle est pertinente. Pourquoi, en 2023, on n'arrive pas à élire une femme présidente de la République ici, au Mali, je ne sais pas, en Afrique du Sud, ailleurs? Parce que c'est la première fois au Sénégal qu'on va vers une élection, Madame Ly, où le président sortant n'est pas candidat. Donc c'est une élection inédite, où tout est normalement doit être ouvert. Mais on ne sent pas les femmes, hormis quelques individualités qu'on voit, mais on ne sent pas une mobilisation des femmes pour se battre, pour prendre ce qui leur revient. Oui, mais M. Diop, il faut dire quand même, je parle sous le contrôle de l'anthropologue, ma sœur Awetiam, qu'il y a eu je ne parlerai pas de transition, mais de passage. Parce qu'après tout, je m'étonne d'ailleurs qu'elle ne sorte pas le mot de sa bouche, un système patriarcal. Et ce système patriarcal nous vient curieusement de l'Occident. Parce que c'est l'Occident qui a un système patriarcal. L'Afrique a, comme l'a démontré mon maître à penser, Cheikh Anta Diop, avait un système matriarcal, n'est-ce pas? D'où d'ailleurs, moi j'ai écrit un livre, ça y est dans mon sac, de la reine de Saba, Michel Obama, africaine héroïne d'hier et d'aujourd'hui, à la lumière de l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui montre qu'avant, comme il disait que les Blancs n'entrent chez nous, on avait un système patriarcal et les femmes avaient leur position. Et comme il a coutume de le dire, pour qu'on ne nous soupçonne pas de nous créer une histoire glorieuse,
Moi, j'ai fait des recherches à partir de ces thèses. Et j'ai trouvé que de l'Égypte antique à nos jours, je dis bien à nos jours, les femmes ont occupé une place de pouvoir ou d'influence à partir d'un certain moment. N'est-ce pas? Quand on trouve Hatshepsut, n'est-ce pas, qui 15 siècles avant Jésus-Christ était pharaon déesse, et d'autres qu'on peut citer, Candace, Isis, etc., etc. La reine de Saba, 9 siècles avant Jésus-Christ, elle était reine sur un territoire, sur le territoire de Saba, qui jouxte entre aujourd'hui ce qu'on appellerait l'Éthiopie, et d'ailleurs la famille de Haïlé Sélassié descend d'elle, d'un point de vue maternel, n'est-ce pas? 9 siècles qui jouxte entre la Syrie, le Yémen du moins, et l'Éthiopie, n'est-ce pas? Avant la colonisation française, il y avait des femmes qui étaient au pouvoir, n'est-ce pas? On peut regarder même qui se sont opposées les armes à la main à la colonisation, n'est-ce pas? Quand on regarde les Amazones du Bénin, quand on regarde au Dahomey, quand on regarde ici chez nous, la reine Aline Sitoé Diatta au sud du Sénégal, la reine Dateyalla, sa jeune sœur Djembon Mbodj, etc., etc. Au Fouta où l'islam s'est introduit trop tôt chez nous, il y a quand même Cheikh Hamidou Kane qui parle de la grande royale. C'est-à-dire c'était des femmes d'influence qui, quand elles parlaient, on écoutait. Donc c'est avec la colonisation, si je me réfère aux théories de Cheikh Anta Diop, auxquelles je crois parfaitement, que le code napoléonien a destitué le statut de la femme africaine. Et Cheikh Anta le dit. Par exemple, il dit qu'il y avait des assemblées. Une assemblée d'hommes et une assemblée de femmes. L'assemblée des hommes se réunissait le jour et l'assemblée des femmes se réunissait la nuit. Et elle pouvait amender les décisions de l'assemblée des hommes. Ce qui fait que quand, par exemple, au Bénin, il a été question, les hommes ont décidé qu'ils n'allaient pas faire la guerre contre le général Dodds français, les femmes ont dit non, on va se battre. Et c'est ce qui a été maintenu. Plus près de chez nous, en Casamance, quand les hommes ont décidé, on dit oui, on va donner l'effort de guerre, la récolte, les femmes ont dit non. Et c'est un événement qui a été magnifié par notre grand cinéaste, paix à son âme, Ousmane Sembène, dans Emitaï, n'est-ce pas? Donc ce processus a un peu continué. Les femmes s'impliquent en fait dans la politique, mais pour élire les hommes. Et les hommes jouent un peu à la division aussi. Les hommes les instrumentalisent. Alors, il faut saluer ici le travail quand même de notre sœur Fatou Sall, l'anthropologue qui était à la chaire à l'IFAN, qui a fait un travail de sensibilisation pour que les femmes osent se présenter, n'est-ce pas? Pour que les femmes... ce qui manque maintenant, c'est la solidarité. Parce que je suis sûre, M. Diop, que le jour où les femmes diront nous allons élire une femme, c'est une femme qui sera à la présidence. Mais pour le moment, vous avez dit tantôt que le système Napoléon a instauré le patriarcat dans nos familles. Mais pourquoi aujourd'hui on ne revient pas à ce qu'on avait de mieux par rapport à notre culture, qu'on continue à appliquer en fait les enseignements coloniaux dans nos systèmes éducatifs? Qu'on se comporte de la même façon dans nos maisons avec nos enfants. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le garçon dans la famille, il est privilégié, il est à la télé, il tient la télécommande. La fille, elle est aux travaux domestiques. Est-ce qu'il y a un travail à faire psychologique chez les hommes pour changer cette donne? Permettez-moi de revenir un peu sur ce qu'a dit ma sœur Awali Tal concernant le système matriarcal et le système patriarcal. Il est vrai qu'on a eu des reines un peu dans l'histoire, on en a eu pas mal d'ailleurs. Mais je me demande si ces femmes-là avaient le vrai pouvoir. Elles en avaient. En tant que reine, oui, on peut dire qu'elles incarnaient le pouvoir. Non, elles ont eu le pouvoir. D'ailleurs, allez-y. Pardonnez-moi. Je prends simplement ce qui peut se lire tous les jours et quotidiennement. On nous dit par exemple, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec Cheikh Anta Diop, avec feu Cheikh Anta Diop. Je suis d'accord sur tout ce qu'il dit concernant l'Afrique, l'unité de l'Afrique, etc., etc. Mais quant à sa conception du pouvoir, du matriarcat, je me dis, il s'est gouré, il s'est complètement trompé. On a ce qu'on appelle le système matrilinéaire. Le système matrilinéaire, c'est un système à partir duquel le pouvoir se transmet à partir de la mère. Et si on avait un vrai matriarcat, nos sociétés seraient structurées de telle sorte que le pouvoir serait entre les mains des femmes, ce qui n'est pas le cas.
Vous avez dit quelque chose qui est très révélateur. Vous dites que, quand vous avez fait référence à 2 assemblées, vous dites il y a des assemblées, il y a une assemblée pour les hommes et une assemblée pour les femmes. Les hommes prennent des décisions, les femmes peuvent amender ces décisions. Absolument. Ça veut dire que le pouvoir de décision revenait aux hommes, en fait. Non, pas du tout. C'est les femmes qui amendent. Il n'y avait pas des assemblées mixtes où les femmes et les hommes s'asseyaient en termes de parité pour décider. Et la mixité, là, quand les hommes et les femmes sont là, les femmes se taisent. Moi, c'est l'expérience que j'ai. Mais pourquoi elles se taisent? Et je leur dis, j'ai dit ça aux femmes occidentales d'ailleurs. J'ai dit ça aux femmes occidentales. Pourquoi elles se taisent? Elles se taisent parce qu'elles ont commencé à la maison à se taire. Elles ont commencé à ce qu'on dit, jigen nga rek nopil. Parce qu'il y a un travail psychologique qui a été fait. Il y a une violence psychologique qui a été faite sur les femmes, c'est ça? Oui, et une instrumentalisation de l'islam. Et c'est pas ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit. Absolument. N'est-ce pas? Le prophète aidait les femmes dans les travaux. Il paraît qu'il faisait quelquefois le marché, il aidait dans les travaux domestiques, n'est-ce pas? Et s'il avait enfermé Aïcha, qui est l'une des grandes connaisseuse et transmetteuse des hadiths, n'est-ce pas? Elle n'allait pas connaître, l'a mis à côté d'elle, à côté de lui. Elle se permettait d'intervenir. Elle a même intervenu une fois en disant, est-ce qu'on peut seulement parler des hommes, les hommes, les hommes et les hommes? Et c'est à partir de là qu'une des sourates est descendue, n'est-ce pas? Donc, les gens se prétendent souvent de l'islam, prétendent du prophète Mohammed sallallahu, mais ils ne suivent pas son modèle, n'est-ce pas? Et le prophète, l'un de ses derniers messages, c'est de dire, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur avec les femmes, n'est-ce pas? Et dans l'Arabie anti-islamique, on enterrait les filles. C'est le prophète qui a interdit cela. Dans l'Arabie anti-islamique, les hommes pouvaient avoir jusqu'à 300 femmes. C'est le prophète qui a interdit ça en les limitant à 4. N'est-ce pas? On dira que bon, c'est toujours la polygamie, mais quand même. Bon, maintenant, pour revenir peut-être à plus d'actualité, pourquoi aujourd'hui la voix des femmes, comme vous avez dit, sont inaudibles? Pourtant, quand même, c'est de grandes dames qui sont là. Mimi Touré a été première ministre, a été ministre de la Justice. Donc, n'est-ce pas? Madame, notre sœur Amsatou Sidibé aussi, elle a été quand même candidate en 2012. Il y a les Caroline Faye, il y a les Maïmouna Khan, qui ont occupé des postes importants. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que ça a été, quand Awa dit, le professeur Awa Cham dit que les femmes n'avaient pas le pouvoir. On peut dire aujourd'hui que les hommes n'ont pas le pouvoir parce que les femmes sont là, n'est-ce pas? Il y a eu des femmes qui ont dirigé la résistance à la conquête coloniale. On ne peut pas dire que ces femmes-là n'avaient pas le pouvoir. Ndateyala a couragé le fer avec Faidherbe en lui disant peut-être que le Kayor appartient au Damel, Saint-Louis appartient au gouverneur, mais le Wallo m'appartient à moi et à moi seul. C'est ce que j'autorise qui se passera là et ce que je n'autoriserai pas ne passe. Est-ce que cette femme n'avait pas le pouvoir? Mais si, maintenant, il y a une occultation de la contribution des femmes, c'est ce que je dis dans mon livre de la reine de Saba à Michelle Obama, de la contribution des femmes à la civilisation universelle. Et ça, que ce soit en Occident, que ce soit en Amérique, que ce soit ici. Et est-ce qu'il y a des batailles qui se mènent? Quoi qu'on dise, il y a 40% de femmes à l'Assemblée. Quoi qu'on dise, au Rwanda, il y a près de 50% de femmes qui sont... On a comme une dizaine de femmes qui sont quand même présidentes en Afrique. Donc l'Afrique est en avance par rapport à l'Europe et à l'Amérique. Maintenant, le travail se fait. Vous savez, comme disait Cheikh Anta Diop, quand on a inoculé savamment certaines idées dans la tête pendant 3, 4, 5 siècles, c'est pas du jour au lendemain que ça s'enlève, mais moi je pense que le processus continue et qu'à un moment donné, les femmes deviendront... Une femme sera présidente au Sénégal. Mais est-ce que les changements de mentalité doivent démarrer dans les familles, d'abord, dans l'éducation des femmes? Pardonnez-moi, j'aimerais bien, avant qu'on ait à clore ce chapitre, revenir sur ce que j'ai eu à défendre comme thèse par rapport à Cheikh Anta Diop. Je maintiens que Feu Cheikh Anta Diop s'est trompé sur la question des femmes. Il y a eu des reines, il est vrai. Mais quand on prend par exemple le système des mutilations sexuelles, il est assez révélateur de la domination subie par les femmes et qui émane des hommes.
une domination qui amène à contrôler le sexe des femmes, la sexualité des femmes. Et ce contrôle-là, il existait bien avant les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, le judaïsme. Il existait avant. Mais d'où ça vient? Mais est-ce que justement c'est ce contrôle, comme vous dites, de la sexualité des femmes qui explique aujourd'hui qu'au Sénégal, que le viol semble être banalisé? Que quand il y a des questions de viol, on a l'impression que les hommes se liguent entre eux pour, entre guillemets, comprendre le viol. Pardonnez-moi, monsieur Alassane Samba Diop. Je crois qu'il y a deux perspectives différentes. Oui, allez-y. Bon, madame et cher Hamtis. Absolument, allez-y. Absolument. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Absolument. Mais laissez-la donner, à ma façon. Laissez-la donner son point de vue. Elle n'est pas Absolument. d'accord sur Oui, elle le donne. oui, Allez-y. Je suis cher Hamtis, mais à ma façon. Absolument. Donc je dis, Chacun son et point je de le vue. répète, j'adhère à ces thèses, mais Sur là, ce point. sur la question des femmes, je suis contre tout ce qu'il a pu écrire. Absolument. Il existe des reines, il y a eu du pouvoir du côté des femmes, du pouvoir, mais le système patriarcal, il est là bien avant cela en fait. Je vous donne simplement l'exemple des mutilations sexuelles, qui existaient là avant qu'on ait eu à parler de religion. Et à un moment donné même, on a dit que, on le dit jusqu'à maintenant, que l'infibulation est une excision ou une circoncision pharaonique ou quelque chose comme ça. Donc ça renvoie à la période que vous avez signalée tout à l'heure, que vous avez évoquée, à savoir la période pharaonique. Donc cette domination-là, elle est anté-islamique, elle est anté tout ce que vous voulez. Donc prenez simplement toutes les études féministes qui ont été faites relativement à la domination des femmes. Et toutes celles qui ont été objectives, elles ont reconnu que ces sociétés, nos sociétés, ont été structurées de façon inégale. Il y a eu l'inégalité qui s'est basée sur l'identité. Inégalité entre hommes et femmes. On a parlé d'identité homme-femme. On a parlé de genre, tout ce qu'il y a comme construction autour des sexes. Et je me dis, bon, je ne veux pas qu'on perde trop de temps sur oui. ces mais détails-là. j'ai On constate la divergence par rapport à sur ce point de vue précis. Voilà. Mais moi, il y a une question que je voulais quand même que vous m'expliquiez un peu. Cette compréhension, entre guillemets, que les hommes ont par rapport au viol. Pourquoi les hommes sénégalais, quand on parle de viol d'une femme, c'est souvent la femme qui est coupable? Oui, mais... Pourquoi? Il y a aussi un problème de mentalité. Ils se donnent ce pouvoir-là. Ils se donnent le pouvoir de pouvoir tout légitimer en quelque sorte. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou pas. En général, il y a une solidarité entre les hommes quand il s'agit de défendre un violeur. Mais pas, je ne dirais pas une solidarité totale. Parce que je suis sûre que si vous tombez sur une affaire de viol, monsieur Alassane Samba Diop, vous allez faire preuve d'objectivité. Vous allez essayer de comprendre, d'analyser. Moi, c'est ce que j'ai fait à propos de cette fameuse affaire, et qui pour moi est une fausse affaire, Adji Sarr Sonko. J'ai pris le temps vraiment de faire des investigations, et j'ai écrit un article là-dessus. Qui ont donné quoi comme résultat? Paru dans l'As, je crois. Qu'est-ce que les investigations disent? Non, je ne veux pas me focaliser sur cette affaire. Non, c'est juste au point, en passant. J'ai déjà donné mon point de vue là-dessus et je ne voudrais pas revenir là-dessus parce que c'est un os à ronger finalement. Oui, d'accord. Monsieur Macky Sall, son État se sont servis de cette affaire entre guillemets comme d'un os à ronger. Et pendant des années, on a eu à parler que de ça, alors qu'il y avait des problèmes. 3 ans. Beaucoup plus importants. Beaucoup plus importants, des problèmes de survie, des problèmes pour se soigner, des problèmes pour se faire... pour tout en fait. Pour éduquer, pour tout. Donc je ne veux pas revenir là-dessus. Les gens qui sont intéressés n'ont qu'à voir mon article à ce sujet. D'accord. C'est un cas, je mets dessus. Donc, mais cette solidarité, j'en reviens à ce que je disais. Il y a une solidarité entre des hommes, mais tous les hommes ne sont pas comme ça. Bien sûr. Il y a des hommes qui sont machos. Ceci renvoie au système patriarcal qu'a évoqué Madame Awali Tal. Et je suis de plus en plus optimiste, car je me dis, il y a de plus en plus d'hommes féministes, de plus en plus d'hommes qui se soucient de la question des femmes, comme vous, comme d'autres. Et il faut être optimiste en se disant, c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont machos
qu'on ne va pas pouvoir mettre le machisme par terre. Je rappelle que vous suivez l'Air du temps, qui reçoit aujourd'hui Madame Awa Thiam, qui est philosophe et anthropologue. Nous sommes aussi docteur Awa Ly Tall, qui est aussi écrivain, sociologue et anthropologue aussi. La question aujourd'hui par rapport à la politique au Sénégal, on l'a dit, les femmes participent beaucoup à élire les hommes. Mais c'est un manque de solidarité entre les femmes qui n'arrivent pas à s'entendre et qui se combattent entre elles d'ailleurs pour être beaucoup plus faibles. Pourquoi? Oui, je voulais juste dire un élément sur un mot, sur l'élément que ma sœur a évoqué, c'est ma cousine directe, on est toutes de la famille Tall, n'est-ce pas? Et je la salue, je la salue parce qu'elle a été pionnière sur la question des mutilations génitales féminines. Elle a été la première, l'une des premières, elle, et je le dis dans mon livre, je ne sais pas si tu as lu le livre, Mutilation génitale féminine, affaires culturelles ou répression sexuelle, n'est-ce pas? Et avec la femme de l'égyptienne, elles ont été les deux, et elles ont subi les foudres des uns et des autres comme c'est pas possible. Donc je la salue et je la félicite. Une fois de plus sur ce plan-là, c'est dans mon livre, je le dis carrément. Et donc, la question des mutilations, par exemple, Cheikh Anta en parle. Par exemple, dans mon livre sur les mutilations, je cite beaucoup Cheikh Anta sur ce plan, et curieusement, parce que les gens n'imaginent pas, parce que dans sa comparaison entre, pour démontrer la parenté entre l'Égypte antique et l'Afrique noire, c'est l'un des éléments qu'il évoque, la circoncision, c'est-à-dire qui est faite sur les hommes, sur les garçons et sur les filles. Et ça relève de la cosmogonie négro-africaine qui pense que le garçon naît avec un élément féminin et la fille naît avec un élément masculin, n'est-ce pas? Et arrivé à l'adolescence, il faudrait, pour que le garçon devienne pleinement homme et que la fille devienne pleinement femme, il faut leur ôter cet élément féminin ou masculin. L'élément féminin avec la circoncision du garçon situé au niveau du prépuce et l'élément masculin au niveau de la fille qui est au niveau du prépuce. Mais c'était symbolique. Il y en a dans certaines sociétés jusqu'à présent au Fouta, on pince simplement, c'est ce qu'on appelle le don de sang, n'est-ce pas? Donc en ce moment, c'était juste une perception, une conception qui faisait que, je ne pense pas que ça rentrait dans le cadre de les hommes vont dominer les femmes. Mais qui est devenu finalement un élément de domination après. Mais oui, bien sûr. Dans la pratique. Bien sûr. C'est comme le viol. Le viol est devenu une arme de guerre. On l'a vu lors de la Seconde Guerre mondiale en particulier, où autant les alliés que les libérateurs ont violé des femmes de 7 à 70 ans, n'est-ce pas? En Bosnie, ça a été vraiment une arme redoutable, n'est-ce pas? Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que dans toute l'Afrique, les reines étaient là comme des images, non? Elles avaient le pouvoir. Et aujourd'hui, je crois que le problème qui se pose, c'est que les hommes, avec le système patriarcal qui a été bien intégré dans les mentalités, les hommes pensent que c'est eux que les femmes elles-mêmes ont intégré, que les femmes aussi ont intégré en disant que c'est normal. Lequel, comme elle disait au début, qu'on éduque les filles, la fille doit être là, elle ne doit pas élever la voix, elle ne doit pas, etc. Mais les femmes africaines qui ont gardé cette force traditionnelle en elles arrivent quand même à lutter et à gagner et à être en avance sur l'Europe et sur l'Amérique. N'est-ce pas? Et de plus en plus elles sont présentes. On a quand même la totalité, M. Diop, des femmes qui ont occupé la position de président, c'est 60 personnes. 60 à travers le monde entier, dont 17 en Afrique. Et il y a eu plus de présidentes africaines que la France n'en connaît pas, les États-Unis n'en connaissent pas pour le moment, n'est-ce pas? Donc il y a quoi qu'on dise une avancée, et maintenant il y a un travail de sensibilisation à faire. Fatou Sarr en a fait beaucoup, il faut la féliciter aussi, et voir pourquoi vous les femmes, vous n'élisez pas une des leurs, pourquoi pas une femme? Et pourtant il est démontré, preuve à l'appui avec les Ellen Shirley, etc., que la dame au Malawi,
elle a réduit son salaire. N'est-ce pas? Elle a réduit son salaire. Ellen Johnson-Sirleaf, vous en avez parlé tout à l'heure. Elles sont meilleures gouvernantes. Maintenant, par exemple, la gouvernance, quand on nous dit que, oui, la bonne gouvernance, c'est comme si ça nous venait de l'Occident. Mais la bonne gouvernance, vous le savez, M. Diop, avec Thierno Souleymane Baal, avec la charte de Mandé, de Kouroum-Faga, le Kouroum-Faga, n'est-ce pas, qui dit à l'article 16 que les femmes, en plus des activités domestiques, doivent participer à l'exercice de la cité, n'est-ce pas? Thierno Souleymane Baal, quand même, on parle de bonne gouvernance. Il avait institué un système de bonne gouvernance, n'est-ce pas? L'émir Abdelkader de l'Algérie, c'est la même chose. Donc, pour moi, après les indépendances, M. Diop, on aurait dû s'asseoir parce qu'on parle de refondation, on parle justement de ce que Cheikh Anta parle, de la restitution de la conscience historique. Où est-ce qu'on était avant que les Blancs n'arrivent chez nous en matière de gouvernance, en matière de relations hommes-femmes, en matière de droits des enfants, des droits des femmes, qui tous sont autant sur la charte de Mandé que sur la charte de la révolution Toro de Ofuta en 1776, bien avant la révolution française, bien avant la révolution américaine, n'est-ce pas, pour qu'on voit, qu'on actualise ces éléments-là et qu'on parte sur de nouvelles bases. Vous avez touché une question fondamentale, c'est la gouvernance. On a constaté, de façon globale, que les femmes, quand elles sont aux affaires, elles gèrent mieux que les hommes. Même quand elles conduisent des voitures, elles ont moins d'accidents que les hommes parce qu'elles sont plus prudentes, plus bienveillantes par rapport à ce qu'elles font, parce qu'elles ont déjà des enfants, elles pensent à l'avenir de leurs enfants. Pourquoi, justement, avec tous ces atouts que les femmes ont, sur le plan politique, elles continuent à subir la violence symbolique des hommes? Vous savez, monsieur Alassane Samba Diop, tout se tient en fait. Pardonnez-moi. Je disais que tout se tient. On ne peut pas comprendre le présent sans se référer au passé. Absolument. Et si on veut changer le monde, c'est-à-dire se projeter, il va falloir tenir compte non seulement du passé, mais également du présent. Or, ce passé, il est vraiment très marquant. Et il nous faut vraiment revenir sur le sens des mutilations sexuelles. Pardonnez-moi, ça devient redondant, mais si cette question a secoué le monde entier dans les années 70, c'est parce que c'était le révélateur de la domination masculine sur les femmes. Parce qu'en Occident, à l'époque, les femmes parlaient de l'oppression des femmes, de la domination que les hommes exercent sur les femmes. Et il y a eu des gens qui remettaient en question ce genre de propos. On en parlait, et il y avait tout le temps des gens qui disaient « Mais non, ce sont des mal baisés, elles ne savent même pas ce qu'elles disent. » Et on n'entendait que ce genre de propos émanant de certains hommes. Mais quand vous prenez, je parle bien de l'infibulation. L'infibulation, c'est une pratique qui vient après l'excision. L'excision consiste à couper le clitoris des femmes ou d'une fille. Et l'infibulation, ça consiste à la couture du sexe. Ça peut se faire avec une aiguille et du fil. Comme ça peut se faire avec des épines. Et dans le passé, un lointain passé, au Mali par exemple, on utilisait des épines d'acacia. Et dans la plupart des pays, en Éthiopie, au Soudan, les gens utilisaient des épines d'acacia. C'était bien avant l'islam, bien avant le judaïsme, bien avant le christianisme. Mais ça rentrait dans une conception bien précise. Pardonnez-moi, ma sœur. Je voudrais simplement dire que cette domination-là, qui est très marquante, et ce qui s'exprimait par l'infibulation, où l'infibulation était un des révélateurs de cette oppression-là. Cette oppression, on ne peut pas dire qu'elle est quelque chose de bien. L'Afrique subsaharienne pratiquait l'infibulation. Et pour moi, cette pratique-là ne peut pas signifier que les femmes étaient des femmes avec un pouvoir réel. Quand on contrôle la sexualité des femmes, une femme ne pouvait être désinfibulée que le jour de son mariage, le jour de la consommation de son mariage. Quand une femme est réinfibulée parce que son mari part en voyage, mais je me dis,
cette femme, est-ce qu'elle est dominée ou elle n'est pas dominée? Elle est dominée, bien sûr. Elle est fortement dominée. Mais aujourd'hui, dans la gestion des affaires, Oui. on a vu que même aux Nations Unies, les rapports qui sont faits par les femmes qui occupent des postes ont beaucoup d'impact que c'est des hommes. Pourquoi aujourd'hui, justement, elles continuent les femmes à être marginalisées alors qu'elles sont des bons gestionnaires? Monsieur Alassane Samba Diop, j'ai l'impression que je me fais mal comprendre. Non, je vous comprends parfaitement. Je m'exprime très mal. Non, j'ai bien compris ce que vous avez expliqué par rapport à... Excusez, j'ai l'impression que vous avez dit que c'est un très suivi, c'est culturel et tout. Je vous dis qu'il y a quelque chose, il y a un lien en fait. Oui, bien sûr. Le passé, le présent. Mais comment briser ce lien pour que les choses reviennent à l'entente? Comment le briser? Vous êtes en train de nous aider à le briser. Vous invitez des femmes qui ont une certaine perception du monde, une certaine perception de leur société. Vous êtes en train de nous aider à briser ce plafond de verre. Même si entre Mme Awali Tal et moi, il y a des divergences d'approche, bien sûr. Mais n'empêche, c'est normal. Ceci participe de la manière de briser le plafond de verre. Merci normal. à vous. Mais ce travail-là, on doit le faire où? Dans la famille ou bien dans la mentalité des hommes? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse changer? Parce que depuis des millénaires, on en parle. On dit oui, il faut changer les choses. Mais ça ne bouge pas. Pourquoi on ne change pas? Pourquoi il n'y a pas l'action après les paroles? Parce qu'on a l'impression qu'en Afrique, on fait trop de diagnostics, on fait des séminaires, on réfléchit, on sait ce qui se passe, ce qui ne va pas. Pourquoi l'action ne vient pas après ce qui ne passe pas, ce qui ne va pas? Monsieur Alassane Samba Diop, oui. Prenons simplement la société sénégalaise. Oui. De Senghor à Monsieur Macky Sall, il s'est passé pas mal de choses en fait. La situation des femmes a évolué. Oui. On a eu sous feu Senghor, Caroline Diop, et puis deux autres dames, je crois, qui ont occupé des postes de ministre ou de secrétaire. Il y avait une certaine Awa Diakam, je crois, et puis 2 ou 3, en tout cas, je ne me souviens pas de la troisième personne qui était une personnalité marquante. Après ça, il y a eu quelques petits changements. Monsieur Diouf est arrivé au pouvoir. Mais c'est peu de femmes par rapport au... Oui, mais je veux dire, il y a un processus... au nombre qu'ils représentent dans la société. Pardonnez-moi, monsieur Diouf. Allez-y. Il y a eu un processus, ça commence à changer lentement, et maintenant on arrive à monsieur Macky Sall. Entre Senghor et monsieur Macky Sall, moi je trouve qu'il y a eu un changement considérable, mais pas très considérable. Pas décisif. Voilà, on aurait pu faire mieux avec un président féministe. Oui. Nous nous sommes battus sur la question de la parité, on a arraché la loi sur la parité, mais douloureusement, parce qu'on a subi beaucoup de choses, des attaques, etc. Mais la loi était là, sous la présidence de M. Abdoulaye Wade. Et qu'est-ce qu'on a fait de cette loi? Vous dites, Madame Lital, qu'on a effectivement beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, on a eu quelques ministres en plus, mais qu'est-ce que ça change? On aurait dû avoir, par exemple, sous la présidence de M. Macky Sall, un gouvernement paritaire. Oui, absolument. Il y a des intellectuels, de grandes intellectuels à l'APR, de grandes intellectuels à Benno. Pourquoi M. Macky Sall n'a-t-il pas eu, je ne sais pas, je ne dirais pas la générosité, pourquoi n'a-t-il pas nommé ces femmes-là ministres? Au lieu de confier je ne sais combien de postes à des hommes, combien de femmes ministres y a-t-il dans ce gouvernement? Est-ce que réellement les femmes se battent pour? Est-ce qu'elles se battent pour cela? Parce que les hommes ne vont pas accepter de donner le pouvoir aux femmes. C'est une bataille de pouvoir. Est-ce que les femmes se battent pour prendre le pouvoir? Monsieur Diop, les éléments qu'on a eus, c'est-à-dire l'un des combats de Cheikh Anta, d'ailleurs les langues nationales, qu'on parle les langues nationales à l'Assemblée. Mais pour les femmes, qu'on ait 40% de femmes aujourd'hui à l'Assemblée, c'est la bataille des femmes de nous autres là et d'autres générations qui nous ont précédés. N'est-ce pas? Maintenant, c'est extrêmement difficile de changer les mentalités. Je demeure convaincue, d'après les thèses de Cheikh Anta, que l'Afrique est un système matriarcal et matrilinéaire. Contrairement à l'Europe qui est patriarcale et où on pratiquait aussi l'excision et l'infibulation. Un des médecins, un des médecins, M. Brown, l'a fait sur sa propre sœur au point qu'à un moment donné, c'est dans mon livre, tu peux le vérifier, qu'il a été rayé du système médical. Maintenant, comme je dis, comme je disais à l'émission de votre confrère Sadakan, les droits s'arrachent par pans successifs.
Il y a des choses dont on parle ici. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas. Oui, absolument. N'est-ce pas? Et dans 10 ans, on sera ailleurs. N'est-ce pas? Mais si on a constaté... Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de continuer ce travail de sensibilisation. Et les filles se battent. Oui. Les jeunes dames, moi, Madame Tal, on a constaté que les femmes dans la gestion sont les meilleures. Absolument. Ça, c'est prouvé. Parce qu'elles apprennent d'abord la gestion de la maison d'abord. Mais pourquoi on n'arrive pas à élire une femme président de la République du Sénégal? C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Oui. Le changement des mentalités est extrêmement dur. Oui. Si on prend un exemple banal, le fait de fumer. On te dit par exemple au Canada que la cigarette tue 15 000 personnes par an. Mais les gens n'arrivent pas à lâcher la cigarette. Ça prend un travail. Ça se fait. C'est vrai, je suis d'accord avec Awa Thiam, que ça se fait à petits pas. Et les hommes, comme disait Sankara, font un dosage qui donne bonne conscience. On met 2, on met 3, on met 5. Mais les femmes sont en train de se battre. Et pour moi, dans la conception Cheikh Anta Diop de la Renaissance africaine, c'est là qu'on retourne là à ce qu'on avait de bon, ce qu'on avait de positif, dont une position privilégiée de la femme dans la société, dont le respect de la femme dans la société. Et c'est là qu'on donnera plus de femmes dans les instances de décision. Dans la gestion des affaires publiques, on a constaté que les hommes, c'est des prédateurs, c'est des pilleurs. Ils volent les caisses de l'État, ils volent l'argent. Ça, c'est clair au Sénégal. La plupart des détournements, ce sont les hommes qui le font. Alors que les femmes sont meilleures gestionnaires. Absolument. Comment doit-on faire dans les régies publiques aujourd'hui au Sénégal, que les femmes soient en avant pour gérer l'argent public? Monsieur Alassane Samba Diop, oui. Je me répète tout le temps. Oui, vous répétez, oui, bien sûr. Mais je veux savoir l'action. Quelle action faire? Oui. Au-delà du constat. Oui, je dis que tout se tient en fait. Oui. Ce que vous pouvez constater là, vous le constaterez dans un autre secteur aussi. Bien sûr. Et ça nous renvoie toujours au système patriarcal. Je reviens sur l'élément concernant la parité. Il y a des instruments qui existent ici. Mais nos gouvernants s'en servent-ils? Nos hommes qui nous dirigent s'en servent-ils? Comment est-ce que des femmes peuvent se battre douloureusement, arracher une loi et la voir piétiner? On la voit piétiner. Je prends simplement le cas de M. Macky Sall. Cette loi sur la parité, moi, elle me reste là au travers de la gorge. Voyez ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Un homme, une femme, est-ce que ça a été respecté? On a eu un président qui a été président de l'Assemblée nationale. Il y a eu des changements. Et la personne qui venait juste après, c'était un homme. Donc ça veut dire que la loi a été violée. Nous l'avons dénoncé. Même dans les mairies. Nous l'avons dénoncé. La composition des bureaux municipaux, voilà. On ne respecte pas la parité. Il y avait la possibilité d'apporter un correctif. Ça n'a pas été fait. Ils ont renouvelé le bureau en gardant toujours la même disposition, un homme, ensuite une femme. Donc, ce problème de viol, je dis l'État est le premier violeur des droits des femmes. Monsieur Macky Sall est le premier violeur des droits des femmes. Il aurait pu faire respecter la loi sur la parité à tous les niveaux. Pour ce qui est des mairies, vous voyez, plus de 500 maires, et combien y a-t-il de femmes? Peu. Même pas 10%. Vous trouvez que c'est normal? Les instruments sont là. Il faut simplement s'en servir. Ce qui ne veut pas dire que, avec tous ces acquis-là, il va falloir croiser les bras. Mais est-ce que les femmes ne doivent pas imposer, parce que c'est elles qui élisent? Et si vous avez vos cartes, est-ce que les cartes des femmes peuvent se révéler? Écoutez, on a une grève, on maintient nos cartes, on vote pour personne. Mais Mme Awelita a tout à l'heure parlé de solidarité. Elles doivent aller en grève, les femmes. Refuser de voter. Elle a dit quelque chose de très important quand elle dit qu'il y a un problème de solidarité. Oui. C'est vraiment cela. Mais pourquoi? Parce que nous sommes majoritaires dans nos sociétés et il se trouve qu'on a été tellement aliénés qu'on se dit, moi je préfère élire un homme plutôt que d'élire une femme. Pour quelle raison? On ne sait pas, parce qu'on a été manipulé mentalement. Il y a eu toute cette histoire de la façon dont on construit. Comment se construisent les sexes et comment se construit le genre, en fait. Excuse-moi, M. Diop, c'est quand même gros de dire que M. Macky Sall est le premier violeur des droits des femmes. Pourquoi? M. Macky Sall a fait beaucoup pour les droits des femmes. Donc, une chose qui est revendiquée à travers le monde,
et que les Sénégalais ont obtenu, c'est de donner entre autres la nationalité, ta nationalité quand tu te maries avec un étranger et à ton mari et à ses enfants. Et il a beaucoup essayé, n'est-ce pas, la réforme pour l'accès des femmes à la terre, etc., etc. Donc il a fait certaines mesures. Maintenant, M. Diop, la parité, comment on le traduit en pulaar? Comment on le traduit en wolof? On est encore dans la vision occidentale de la libération de la femme. Et c'est ça qui nous bloque. On ne retourne pas à nos vraies valeurs. Il fallait trouver une conception que le peuple comprend, que le milieu rural comprend, pour s'approprier de cette loi-là. Parce qu'il y a pas un travail de traduction, voilà, de compréhension. De traduction et de compréhension. Parce que les femmes ne savent pas ce que c'est la parité. La plupart des femmes, surtout les femmes analphabètes, même si on est majoritaire aussi dans l'analphabétisme. Alors quand on utilise encore le français pour certaines réalités profondes, concepts, le peuple ne s'approprie pas de ce fait-là. Si les femmes, on leur avait expliqué en pulaar, en manding, en peul, en wolof, etc., ce concept de parité que Cheikh Anta a défendu depuis longtemps, depuis les années 60, elle s'approprierait de ce pouvoir-là pour opérer un changement réel. Est-ce que les femmes intellectuelles font ce travail de conscientisation de leurs sœurs rurales? Est-ce que ce travail se fait? Elles le font dans la limite de leurs possibilités. Nous, on s'est battus, elle le sait. On était des jeunes filles de 15 ans, 16 ans, on se battait pour les droits des femmes. Moi, je donnais des conférences au Fouta. Ton collègue Abou Cham de PT, journaliste de PT, en parle toujours. Awa a parlé ici des droits des femmes avant, alors que j'étais même pas suffisamment consciente. Elle s'est battue. Fatou Sarr a été plus loin en sensibilisant les femmes à les permettre d'oser se présenter. Parce qu'il y a des limites aussi objectives. Quand c'est à la femme de préparer le repas, il y a une ministre, on me dit, son mari lui disait, c'est à toi de me repasser mes habits. Ah bon? Ouais. Comment peux-tu être ministre et repasser, s'occuper des affaires domestiques? Ça pas la division du travail dans la famille. Quelquefois, même si on veut mettre les femmes, il n'y en a même pas assez qui osent aller se présenter. Donc il y a ces limites objectives-là, il y a ces limites sociales, n'est-ce pas, ces inégalités sociales qui perturbent. Comme par exemple, vous êtes avec votre mari à la maison, mais l'essentiel des choses retombe sur vous. Revenez du travail, lui il va s'installer dans son fauteuil, prendre son journal, lire, s'éduquer, alors que vous entrez dans la cuisine, n'est-ce pas? Vous supervisez le repas, vous vous occupez des enfants, quelquefois on appelle, c'est à vous d'aller à l'école et tout ça. Donc il y a une inégalité au sein même des foyers. Oui, et c'est par là que ça doit commencer. Justement, c'est là que je voulais dire, est-ce que le travail ne doit pas être fait dans la famille, chez les hommes, pour qu'il soit beaucoup plus... je ne peux pas comprendre, qu'il soit équitable vis-à-vis des femmes. Dans la division du travail dans la famille, où la jeune fille, elle fait tout. Vous savez... il y a un travail à faire psychologique chez les hommes, pour qu'ils changent de mentalité. Je me dis, en cette période, j'ai l'impression qu'on vit vraiment quelque chose d'assez trouble. Il y a des gens qui idéalisent l'Afrique. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Quand je constate qu'il y a quelque chose de positif en Afrique, j'applaudis, je dis que ceci est très positif et on conserve ça. Et je travaille à faire conserver cela. Mais quand il y a des choses négatives aussi, à ce moment-là, je dis, bon, pourquoi garder des choses négatives? On a passé beaucoup de temps, des décennies, à poser des questions concernant les femmes, les filles et tout, l'éducation des filles, l'éducation des garçons. Il y a eu des recherches qui ont été faites, des études faites. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, des instruments existent et il n'y a pas de volonté politique. Tout est question de rapport de force en fond. La question de rapport de force. Voilà, et c'est la raison pour laquelle je dis les féministes doivent maintenant faire un saut de plus. Oui. Ça veut dire qu'on n'a plus à rester là, les bras croisés, attendre, à sensibiliser seulement et à attendre. Et c'est la raison pour laquelle moi, à Ouakam, je suis candidate à l'élection présidentielle de 2024. Excellent. Ah oui, on n'a pas vu ton nom. Et je veux que ça change et qu'on s'en tienne plus à des propos émanant d'hommes ou de femmes. Et je défends ce que je défends toujours. Je dis que monsieur Macky Sall est le premier violeur des droits des femmes ici au Sénégal. Et ce n'est pas parce qu'il a fait telle ou telle chose du côté des femmes
qu'il faudrait le reconnaître comme quelqu'un qui défend la cause des femmes. Il n'a pas défendu la cause des femmes. J'ai déjà dit qu'il a d'excellents intellectuels dans son parti, dans son béno, il ne s'en sert pas. Il ne les met pas au service de la société sénégalaise. Toute la société sénégalaise aurait pu bénéficier de l'intelligence de ces femmes remarquables. Pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça? Pour le reste aussi, partout où il a violé les droits des femmes, moi je dis, il faut le dénoncer. Mais est-ce que ce n'est pas l'éducation qui rattrape les hommes par rapport au comportement qu'ils sont au pouvoir? C'est qu'ils ont eu dans la famille la transmission, l'éducation dans la famille qui le font, qui se prennent pour des rois. Oui, et dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils ont du mal à changer aussi. Monsieur Alassane du point de vue mental, psychologique. Vous avez tout compris, monsieur. Il y a eu l'éducation qui nous renvoie toujours à la division sexuée de cette société, comment on a réparti les rôles, comment on a construit des identités. Dans les années 90, vous avez entendu parler beaucoup des théories intitulées « sexe et genre », entre le sexe biologique et ce qui est construit, qui renvoie au genre. Tout ça pour expliquer ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça qu'il faut briser. Tout ça explique ce que nous vivons maintenant. Ce qu'il y a, c'est qu'on en est arrivé, des féministes et moi, on en est arrivé à dire maintenant il faut aller sur le terrain, combattre les machos sur le terrain et ne plus avoir à pleurer sur notre sort. Voilà. Est-ce que le combat, justement, comme elle dit, c'est sur le terrain qu'il faut le mener, désormais? Oui, je crois que par rapport au président Macky Sall, ce n'est pas un problème d'homme, c'est un problème de société. Regardez M. Diop, M. Sankara, qui était très féministe, qui a fait avancer. L'une des choses qui a fait qu'on l'a assassiné, c'était justement de changer ce rapport homme-femme, entre autres. Quand il a voulu que les femmes soient beaucoup plus présentes, que les femmes soient plus présentes, que les femmes soient toujours plus présentes, que les hommes s'impliquent dans les travaux domestiques à la maison, etc., etc. Ça a été un rejet, en plus d'autres choses, juste en passant. Moi, je pense que les changements des mentalités, ça prend du temps, ça prend de l'éducation, ça prend de la formation, ça prend des modèles, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, les femmes sont conscientes. Par exemple, moi, Yamas, grande sœur, les enfants sont à égalité pour faire le ménages, service. Absolument. Nos oncles arrivent, trouve un de ses fils qui fait Madame Oumoulital, que vous connaissez très bien, la psychologue, trouve un de ses fils qui est en train d'étendre d'Ilal pour Aïe. Il dit, ça c'est pas son travail. Ouais. N'est-ce pas? Dans sa mentalité, c'est pas le travail d'un garçon. Pourtant, quand ce garçon va aux États-Unis, au Canada, il va entrer dans la cuisine préparée. Donc c'est une question de mentalité. Les mentalités arrivent à changer à petits pas, mais elles changeront impérativement et les femmes prendront le pouvoir pour être présidente. On aura une présidente demain. Que Dieu vous entende. Merci infiniment. Peut-être que ce sera ma sœur Awa Thiam. Merci d'avoir été avec moi dans ce studio. C'est un réel plaisir de parler de ces questions de femmes qui sont essentielles pour le changement de la société. Merci à Madame Aoli Tal. Merci de nous écrivaine, avoir docteur, sociologue. Et justement, j'aimerais juste dire merci aussi. Allez, rapidement, le temps est fini. C'est le centenaire de Cheikh Anta cette année. Absolument. Donc, on organise une commémoration citoyenne du centenaire de Cheikh Anta Diop le 30 au collège Rose Dien. On vous invite. À Guédiawaye. Moi, je voudrais juste que rapidement, le temps est fini. Dire un mot. J'invite les femmes sénégalaises à se mobiliser pour faire élire une femme à la tête de l'État sénégalais en février 2024. Il y a plein de voter leen jigéen ñi parrainer leen taxaw leen thème yéen ñëpp jigéen Sénégal ndax Sénégal jëm kanam. Totalement d'accord parce que depuis 60 ans on a essayé les hommes, ça nous a rien donné. Et sinon les femmes, peut-être que les choses vont changer. Merci à Madame Awa Thiam, socio-anthropologue, philosophe. À la technique Birane Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. Merci.